100% des vins qui sont millésimés, donc qui sont dans la grande année, ont été vinifiés sous bois. 100%. Hein. Et donc on va suivre l'évolution de ces vins on va les suivre jusqu'à décembre. On va regarder en les goûtant de façon très régulière et en voyant leur évolution. Et donc on peut avoir des bonnes surprises, mais on peut avoir aussi des mauvaises surprises. Donc ça va véritablement se décider au cours des 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre. Et c'est en décembre où on décide véritablement de démarrer l'assemblage. À fin décembre, on sera à peu près à 80-90% et on sera vraiment fixé. Il faudra attendre 7 ans pour savoir si on millésime. Alors, un millésime comme 2012, vous n'avez pas hésité très longtemps. Comment ça s'est passé ? Moi, ça a été l'année vraiment où, Gaël, tu le confirmeras certainement, l'année de toutes les misères au vignoble, au moins jusqu'au mois d'août. Voilà, on en a tellement bavé pendant la campagne viticole qu'on est encore plus ravis de voir que le vin en lui-même a réussi à s'exprimer et à faire quelque chose de très très bien en 2012. Qu'est-ce qui vous fait millésimer ? Eh ben, quand on parle de dégustation vraiment des tonneaux, une fois qu'on a rentré notre vendange, qu'on a vu quand même que notre équilibre sucre-acide était dans les standards qu'on voulait chercher, qu'on a laissé vraiment le vin vinifié en tonneaux. On parlait des 4000 tonneaux, ça peut faire rêver, mais déguster un par un les 4000 tonneaux, c'est un vrai exercice et c'est là qu'on se rend compte vraiment s'il y a du potentiel à millésimer. Et c'est à la dégustation où là on peut prendre la décision, oui ou non, est-ce que déjà on met en bouteille, et puis après, comme disait Charles Armand, est-ce qu'on va jusqu'à la commercialisation si ça nous plaît dans 7 ans? La grande année, c'est uniquement du vignoble Bollinger ou c'est des apports aussi? C'est une grande partie du vignoble Bollinger, comme je dirais tous les millésimes. Ça va globalement de 70% à 100% avec les vieilles vignes françaises. Alors Philippe, tout à l'heure pour le spécial cuvée, on a parlé d'abord des arômes. Là, on est vraiment dans une autre partie de l'ADN Bollinger, c'est quand même, on a d'abord de la structure, c'est vraiment un vin qui en impose. Une affaire de structure, une affaire de style et de savoir-faire. Je pense que on a déjà eu l'opportunité de déguster quelques grands 2012 en Champagne et ils sont plus sur des niveaux de tension et d'étirement, je dirais, hyper précis, mais beaucoup plus minces que ce qu'a pu faire Bollinger sur ce millésime, et c'est là où le style et le bois, en tout cas la vinification, rentre en renfort et en accompagnement sur une matière qui était quand même ultra sensible. Donc la performance et évidemment le pinot noir muscle tout ça, c'est quand même d'aller élargir le spectre fruité et le rendre très coloré. On a ce que j'aime bien aussi sur les émanations Bollinger aujourd'hui, c'est les épices, ce gingembre frais, ce caractère un peu oriental, cette cendre légèrement fumée qui souligne tout ça avec brio. Et en bouche, c'est l'amplitude, effectivement l'amplitude du fruit via l'outil qu'on lui a soumis pour l'élever. Et cette amplitude, elle est aussi très colorée, très jaune, avec de la consistance, et une finale qui porte une très jolie intégration de l'outil de vinification par ce gras légèrement naturel, déjà un peu baratte de beurre frais, et des amers qui sont onctueux, granuleux, où le fruit, ou en tout cas les peaux de fruits, ont la possibilité de s'insérer. Et donc ça crée de très grands équilibres. C'est un très bel ensemble, une belle réussite. Ce qui est très touchant dans ce vin, c'est qu'on est vraiment dans du pur artisanal. Tous les vins sont vinifiés sous bois, tout est fait à la main, par notre équipe, notre propre tonnelier, nos équipes au cellier. 100% des bouteilles sont remuées à la main, par notre remueur en particulier Florent. Et même chose, le vin est dégorgé à la main aussi. Bollinger fait partie des entreprises du patrimoine vivant et c'est une volonté qui est très forte pour nous de conserver ce savoir-faire humain, conserver ces hommes au centre de l'élaboration des vins. Est-ce qu'on pourrait avoir une grande année quasiment à tous les millésimes, parce que tout millésime aujourd'hui apporte une histoire singulière et souvent très intéressante. Une fois encore, nous c'est le goût qui décide.
si on considère que les vins sont à la hauteur, on les sort. 2012, par exemple, il n'y a rien qui était sorti avant 2008. C'est-à-dire qu'on n'a pas sorti de grande année en 2009, 2010, 2011. On est passé en grande année directement de 2008 à 2012. Donc le réchauffement climatique, d'un côté, ça nous apporte des grands millésimes, c'est-à-dire plus de maturité et plus de potentiel. Et en même temps, on voit des variations climatiques de plus en plus fortes, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre aussi à des années catastrophiques. Dans les grands principes de l'élaboration d'une grande année, il y a toujours cet équilibre entre Hailly et Verzenay. Et c'est ça aussi un des secrets qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est que en fait le Pinot Noir, il a toujours été dans une version dense et subtile chez Bollinger, et c'est ce qu'on retrouve globalement en tant que grands équilibres entre Hailly qui sont des terroirs exposés, un terroir exposé sud, et Verzenay qui est globalement un terroir exposé nord-nord-est. Je tiens aussi à préciser que dans une grande année, il y a également du chardonnay, ça varie entre 25 et 40% selon les années. Donc cette variation de Pinot Noir, elle est toujours majoritaire, minimum 60%. Ça peut monter jusqu'à 75%. Et là, en 2012 ? Et là, en 2012, on est sur une proportion 65-35, donc qui est globalement l'assemblage classique de Bollinger. Tout ce qui entre dans le cellier va donner une grande année, ou vous faites ensuite une sélection ? Tout à fait, on fait une sélection, il y a plusieurs dégustations, il y a minimum 3 dégustations qui ont lieu. D'abord, comme disait Gaël, tous les fûts, ensuite 2 autres dégustations au laboratoire pour sélectionner les meilleurs vins pour le millésime. Globalement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 3 destinations des vins qui sont vinifiés au cellier. La première, c'est le millésime. Deuxième, ce sont les magnums de réserve. Et la troisième, c'est spécial cuvée. Parmi les tonneaux dont on dispose, donc 4000 tonneaux, il y a majoritairement des fûts bourguignons qu'on achète quand ils ont 5 ans. Le but, c'est de révéler la subtilité des terroirs. Et pour nous, ça veut dire vinifier précisément chaque cru, voire chaque parcelle séparément. Et ça, c'est possible en fût et pas en cuve inox. On fait la fermentation alcoolique et malolactique, ce qui est un parti pris de style. C'est ce qui donne aussi les épaules et la densité du Pinot Noir. Et ensuite, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on va laisser le vin au contact du bois et donc des lies fines pendant 3 à 6 mois. Je reviens sur les origines des fûts. Vous parliez de chansons. Il y a d'autres origines ? Il y a d'autres origines. Depuis maintenant 2 ans, on fabrique nos propres fûts à partir des forêts de la forêt de Cuys, qui sont des forêts familiales. On a repris ce projet donc il y a 5 ans, puisqu'il fallait laisser maturer le bois en prélevant 3 beaux chênes de 120 ans. Et donc, après une période de 4 ans de vieillissement en parc, on a fait nos propres fûts. Et aujourd'hui, on vinifie avec eux. Alors, bien sûr, comme c'est du fût neuf, on les prépare. On prépare les fûts avant de les intégrer définitivement dans l'assemblage de grande année. Et puis, il y a une troisième origine, ce sont les pipes, dont on n'a pas encore parlé. Mais dans notre parc de 4000 tonneaux, on a une proportion on a 350 pipes, c'est-à-dire des fûts de 410 litres. C'est le format historique de la Champagne. Ça correspond à 2 fois 205 litres. Et il y a que chez Bollinger qu'on en trouve. Et on va vinifier certains crus dans ces pipes qui ont en moyenne d'âge une 50aine d'années. Denis, je vais me permettre de revenir sur les fûts justement qui viennent de la forêt de Cuys, parce que c'est quand même une démarche plutôt contemporaine que de connecter les environnements et les différents systèmes racinaires, vignes et bois de forêt avec la mémoire du chêne. Est-ce que vous avez pu constater déjà des curseurs ou des indicateurs favorables, différents ? Je dirais avec beaucoup d'humilité qu'on manque de recul sur ce lien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait des tests gustatifs. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que il y a 2 essences de chêne, Cécile et pédonculé. On est clairement plutôt sur du chêne pédonculé. Ça a son importance au niveau de l'équilibre entre la partie aromatique et la partie structure. Et puis c'est un projet, enfin voilà, c'est pas uniquement un projet récent. Hein. Les forêts familiales de Cuys, avant la Deuxième Guerre, servaient déjà d'approvisionnement pour les chênes. Donc je pense que malheureusement avec la rotation des tonneaux qu'on a au cellier, à force aussi de réparation, on a peut-être plus beaucoup de douelles qui viennent de la forêt de Cuys historique, mais on a remis ça au goût du jour, toujours voilà pour pouvoir valoriser le patrimoine de la famille aussi et donner un sens
œnologique à cette proximité entre la provenance des bois et puis et tout l'intérêt qu'on peut avoir de vinifier en tonneau. Tu as envie de le servir avec quoi? La grande année 2012, en l'occurrence, je pense qu'il faut la travailler sur sa texture, sur son gras, sur ce que le bois apporte un peu en termes d'arachide et de fruits secs à coque. Donc peut-être aller travailler évidemment les viandes blanches sur des jus un peu réduits, y intégrer peut-être quelques amandes pour faire écho. Et puis, on peut aussi la travailler sur les produits maritimes, mais dans l'unique but d'aller chercher son épine dorsale, donc c'est-à-dire d'aller éliminer ou rogner un peu ce gras et venir progressivement sur le gingembre, les herbes aromatiques et rétrécir l'aspect très coloré par un produit de la mer assez tendu, assez naturel, qu'on va diriger vers l'agrume ou l'agrume jaune, l'agrume vert, mais tout ça dans un seul objectif, c'est de toucher l'épine dorsale et de la mettre en surbrillance, parce qu'en rivalité avec l'intensité de l'agrume et le pouvoir de l'iode. Donc c'est une cuvée qui a de multiples facettes associatives, et c'est l'avantage de ce genre de vin, c'est qu'on finalement on se trompe rarement. Ça donne faim. Et ça donne faim.